Chaque année, on voit des feux de forêt, des glaciers qui fondent, des fleuves de plus en plus pollués, mais comment on protège concrètement ces milieux naturels précieux? Et si on donnait des droits à la Garonne, à la forêt des Landes ou encore au glacier des Alpes? C'est au cœur de la réflexion du mouvement pour les droits de la nature. Leur ambition principale, c'est que la nature obtienne des droits fondamentaux. L'idée serait de reconnaître une personnalité juridique à la nature, mais aussi à tous les êtres vivants, même s'ils ne sont pas humains, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Par exemple, en France, le droit de l'environnement attribue à la nature et aux vivants un statut de ressources, de marchandises. Ils sont donc considérés au même titre que des objets. Donc, donner des droits à la nature, ça permettrait d'interroger nos rapports avec elle, mais aussi sa place dans notre société. Un questionnement qui devient urgent face à la crise écologique que nous traversons. C'est aussi un combat pour une meilleure prise de décision collective, puisque les citoyens seraient au centre de cette nouvelle dynamique. Pour bien comprendre tout cela, nous avons échangé avec Marine Calmet, avocate de formation et juriste spécialisée en droit de la nature, mais aussi présidente de l'ONG Wild Eagle. Et vous allez le voir, repenser la place et les droits de la nature, ce n'est pas seulement un enjeu écologique, c'est aussi une question de démocratie. Quand on parle d'effondrement de la biodiversité, de destruction des sols, de coupe rase dans les forêts, on parle de quels sont les droits demain pour les autres qu'humains à exister, à prospérer, à être en bonne santé, face à un modèle aujourd'hui qui ne représente que les intérêts humains et essentiellement des intérêts économiques et court-termistes. Et donc il s'agit en fait d'élargir notre focale politique aux autres qu'humains qui ont eux aussi des besoins propres, des intérêts particuliers et faire en sorte de trouver dans ces leviers démocratiques et juridiques des réponses à la crise écologique qui nous touche aujourd'hui. Ce mouvement il a été théorisé dans les années 70 par Christopher Stone aux États-Unis et il a mis une dizaine d'années en fait à émerger vraiment opérationnellement sur la scène internationale. Et c'est qu'en 2008 que l'Équateur, un État pionnier du mouvement des droits de la nature, a inscrit les droits de la nature dans sa constitution. Ça a permis aux citoyens de pouvoir agir devant les tribunaux ou devant son administration pour défendre les droits fondamentaux de la nature. Ça a permis des grandes jurisprudences, notamment pour stopper la pêche intensive sur les écosystèmes marins, annuler des permis miniers dans des forêts tropicales humides, et puis ça a amorcé une profonde refondation de ce qu'est la gouvernance, de qui représente les intérêts communs, les intérêts de la nature, les intérêts humains, pour rééquilibrer les rapports de force. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, où le mouvement est très présent aussi, du fait de la présence des peuples autochtones maoris, ça a complètement réorganisé le modus operandi diplomatique dans les territoires entre les leaders autochtones et l'État central. Par exemple, sur le fleuve Wanganui, qui est reconnu sujet de droit et titulaire de droits fondamentaux, il y a deux gardiens, un gardien nommé par l'État, un gardien nommé par les peuples maoris, qui sont le visage humain du fleuve. Ça impose donc du coup une toute nouvelle organisation sociétale et ça s'est transposé dans de nombreux États, dont aujourd'hui par exemple l'Espagne, qui a vraiment une gouvernance totalement repensée à l'échelle d'un écosystème sur la Mar Menor, qui est le premier écosystème européen à être titulaire de droits fondamentaux. Et là, il y a 3 comités. Un comité scientifique qui représente les objectifs à atteindre pour protéger les droits fondamentaux de cette lagune, un comité de gardiens, majoritairement composé de citoyens, et ça c'est unique en Europe, et un comité de surveillance où siègent les organisations de la société civile, aussi les organisations économiques, et qui regardent et contrôlent ce qui est mis en œuvre, et en même temps diffusent ce message. Donc on repense complètement la démocratie locale, écosystémique, à travers une gouvernance élargie qui se pense à partir des milieux de vie. Ce qui est très important à avoir en tête, c'est que le mouvement des droits de la nature est essentiellement un mouvement citoyen, un mouvement qui émerge dans des zones de crise où justement le droit, souvent celui des multinationales, vise à écraser les populations locales, à accaparer les territoires. C'est un mouvement de résistance par le droit pacifique pour dire « ça suffit ». Nous avons besoin de nouveaux modèles juridiques et de nouveaux lieux de décision, incluant l'intérêt général et la préservation des droits de la nature. Au-delà de ça, ça permet aussi une réappropriation de l'outil du droit par les citoyens, à la fois parce qu'ils ont leur place dans cette gouvernance éco-centrée, mais c'est aussi de nouveaux outils pour agir en justice et défendre leurs droits et les droits de leur milieu de vie. Ça rebat toutes les quatre dans un rapport de force beaucoup plus équilibré, justement, entre ceux qui détruisent le vivant et ceux qui tentent de le défendre. Et pour accompagner cette progression, Marine Calmet a cofondé l'ONG Wild Eagle. Cette association a été créée pour porter le mouvement des droits de la nature en France et l'adapter aux spécificités de notre société. L'idée, c'est de faire évoluer le système juridique sur la question, mais aussi d'accompagner un changement d'imaginaire. D'après la juriste, c'est l'une des façons de faire émerger des solutions concrètes et ainsi une véritable transition écologique. Avec l'association Wild Eagle, on s'est donné pour mission d'être à la fois une école, c'est-à-dire d'enseigner ces concepts, ces idées autour des droits de la nature, de les diffuser auprès du plus grand nombre, mais aussi auprès de publics
très particuliers comme les juristes, on est aussi un incubateur dans le sens où on accompagne cette transition en développant des solutions avec les acteurs de terrain. On accompagne des conventions citoyennes sur les droits de fleuves ou de rivières, on accompagne la réécriture collective de documents de planification pour demain protéger mieux les cours d'eau, les forêts, les espaces naturels en général. Et on mène cette expérimentation de manière à ce qu'elle soit réplicable. On diffuse nos outils, on fait en sorte que les citoyennes et les citoyens puissent les prendre en main et les adapter à leur contexte et deviennent des gardiennes et des gardiens à leur tour. Il s'agit en fait de faire en sorte que dans notre modèle juridique, l'humain ne soit plus l'alpha et l'oméga sur la pyramide du vivant, mais que l'humain réintègre le milieu de vie et qu'on pense collectif. Demain, l'habitabilité de nos territoires, c'est essentiellement une question de comment on relationne aux autres, comment on protège nos liens d'interdépendance. Parce que l'être humain n'est pas un être hors sol. Il a besoin de tous les autres êtres vivants pour vivre. Et notre modèle démocratique n'est pas représentatif de la réalité de ces interdépendances. Et donc c'est un bouleversement, une complexification, certes, mais en fait c'est absolument nécessaire. Et dans l'histoire, on tend toujours vers une complexification quand on intègre d'autres sujets. Quand on a donné aux femmes, enfin, le droit de vote, on a fait rentrer juste la moitié de l'humanité dans notre modèle démocratique. Et bien demain, c'est comment on fait rentrer les autres humains dans ce modèle-là et comment on fait en sorte de doter aussi nos institutions d'une capacité d'analyse supérieure pour que nos décisions d'aujourd'hui n'engagent pas les générations de demain, ne les condamnent pas et que nos citoyens soient en capacité à agir pour défendre leur milieu de vie.